Go les mecs. Vous êtes là? Ouais. Ouais, c'est bon. J'espère qu'il va être de bon. Allô? Allô, monsieur Simonet Rovera? Oui. Oui, bonsoir, Lavigne Florian de la web radio Ville Lumière. Bonsoir. Excusez-nous pour ce petit léger contretemps. Non, pas de problème. Et on vous remercie d'accepter donc de nous livrer cette petite interview. Donc je suis avec mes collègues Nicolas Hénon du site paristeam.fr et Jean-Charles, donc animateur également à la web radio Ville Lumière. Donc vous êtes correspondant italien pour le journal Tutosport et Sky Italia. Oui. Donc ma première question se porte sur l'actualité qui vient de tomber en milieu d'après-midi, à savoir la prolongation de contrat de Blaise Matuidi. Est-ce que vous pouvez nous livrer votre sentiment, s'il vous plaît? Oui. Oui, je pense que c'est une très bonne chose pour Paris, sans doute. C'est très bien pour eux parce que c'est un joueur important, c'est un joueur cadre et ça donne une idée de continuité dans la construction de l'équipe. C'est une très bonne opération pour Paris d'avoir gardé ces joueurs qui étaient suivis par beaucoup d'autres clubs importants. Et le fait qu'un joueur cadre reste à Paris, c'est un symbole. C'est un symbole et c'est un signal très fort aux autres clubs. D'accord. Donc, lui, vous dites c'est un symbole, je rappelle, hein, il est arrivé un petit peu en quelque sorte sur la pointe des pieds. Il n'était pas forcément programmé pour être titulaire. Il a gravi les échelons et c'est l'un des pièces maîtresses de cette équipe, avec un autre joueur. Cette fois-ci, vous le connaissez bien puisqu'il est international italien. Il s'agit de Thiago Motta. Est-ce que pour vous, la paire Motta-Matuidi et donc le jeune Verratti constitue l'une des meilleures paires du milieu de terrain d'Europe? Mais je pense que c'est entre les meilleurs, oui, c'est top niveau. Après, je considère que entre les trois joueurs du milieu parisien, Matuidi, c'est les moins techniques, on peut dire aussi les moins fortes, même si ça ressemble à une déclaration méchante, mais c'est sûrement, c'est les joueurs où Paris peut, le rôle de Matuidi, c'est lui où Paris peut encore intervenir sur le mercato, je pense, avec un joueur comme Pogba ou avec un joueur comme Pjanic. Mais à niveau général, je pense qu'il y a un peu du milieu plus performant de celui de Paris Saint-Germain aujourd'hui. Bien sûr, il y a les Barça, bien sûr, il y a le Real Madrid, que je vois très bien aussi, avec Modric, Xabi Alonso, Di Maria. Il y a les Bayern, mais c'est bien. C'est sûrement un des meilleurs milieux d'Europe, celui avec Matuidi et Verratti, mais ça ne veut pas dire que le Paris Saint-Germain peut améliorer encore. Je suis convaincu qu'avec un joueur comme Pogba ou avec un Pjanic ou avec même Cabaye, quand il va rentrer à plein dans les jeux du Laurent Blanc, je pense que Cabaye, Verratti et Thiago Motta va être un milieu encore plus fort de celui où il y a Blaise Matuidi. D'accord. Donc les joueurs Matuidi et Verratti et même Motta ainsi que plusieurs membres de l'équipe sont venus grâce au directeur sportif Leonardo, et on sait que en fait la France a eu en quelque sorte du mal à l'accepter.
d'après vous, est-ce que c'est dû à ses mauvaises déclarations? On se souvient tous qu'il avait fustigé en disant que cette équipe était faite pour la Ligue des Champions, alors que c'est pour ça qu'elle perdait quelquefois en Ligue 1. C'était des déclarations qu'il a fait pour défendre son équipe dans des moments difficiles. Il a été toujours la voix du Paris Saint-Germain l'année dernière avec Carlo Ancelotti, qui s'occupait plutôt des choses de terrain, mais il était déjà un entraîneur qui défendait beaucoup son équipe. Et lui, au contraire, avait cette côté italienne où il y avait la dirigeance qui protège beaucoup les travail de l'entraîneur, qui protège les joueurs, une chose qu'aujourd'hui on voit moins. C'est notre façon de communiquer aujourd'hui par Paris. Et je pense que Leonardo, même s'il faisait des déclarations plutôt fortes l'année dernière, contre les arbitres, contre la préparation, peut-être aussi la façon de s'entraîner, ou la préparation même physique des arbitres, si je me souviens plutôt bien. Je pense que personne aujourd'hui peut prendre une déclaration de Leonardo et prouver qu'elle était mal placée, qu'elle était mauvaise, qu'elle était fausse, que c'était pas vrai. Parce que quand on a vu ce qu'a fait Paris l'année dernière en Ligue des Champions avec le Barcelone, on a compris ce que voulait dire Leonardo. On a compris, on comprend même aujourd'hui que le jeu c'est plus ouvert parce qu'il y a la possibilité de faire une autre façon de jeu. On comprend que c'est une équipe qui est partie vraiment pour faire un jeu européen. Et quand on pense les jeux européens, on va penser au Barça. Et alors, c'était vrai ce que voulait dire Leonardo. Et je pense que comme le monde du foot français n'est pas trop habitué à une certaine façon de communiquer, Leonardo n'était pas trop accepté. Aussi à niveau médiatique, aussi à niveau de comment on peut expliquer les pouvoirs forts du foot français. Je pense à la fédération, à la ligue. C'était quelqu'un qui sortait du contexte français et peut-être c'était pas sa place ici. Mais je pense que je considère Leonardo un des meilleurs dirigeants qui a travaillé en Italie. Quand il était au Milan, il faisait des choses moins visibles, mais il a appris à être dirigeant. Et en France, il a très bien travaillé. Et je pense qu'un nom comme Leonardo aujourd'hui, il manque à niveau médiatique. Même si le travail du Paris Saint-Germain pour le recrutement, pour recruter des joueurs, c'est toujours bien fait par Olivier Létang. D'accord. Donc tout à l'heure, vous nous avez parlé un petit peu de que si Pogba venait étoffer le milieu de terrain, il serait plus complet. Justement, je voulais en revenir à cette rumeur, parce que d'après nos informations, le club de la Juventus ne serait pas amené à s'aligner sur le salaire que lui proposerait le Paris Saint-Germain. Et en fait, ma question, c'est, on croit savoir que les salaires à la Juventus sont plafonnés au-delà de 9 millions d'euros. Est-ce exact? Les salaires de la Juve ont des limites. La Juve, c'est une société c'est un club qui est coté en bourse et les salaires sont communs, sont officiels, c'est-à-dire les joueurs qui ont le plus gros salaire, je pense que c'était sur les 5 millions ou 6 millions. C'est en limite qui n'ajoute pas, les comptes sont connus, il y a des documents officiels qui sont publiés après l'achat de chaque joueur. Alors, c'est ça, les chiffres sont connus. C'est-à-dire, si Pogba va prolonger, va être
la proposition de la Juve peut être sur les 3 millions et demi, 4 millions peut-être, mais 4 millions, c'est le salaire, 4 millions et demi, je pense, c'est le salaire de Vidal qui vient de prolonger. Je ne pense pas que la Juve va faire une proposition similaire pour Pogba. D'accord. Donc, selon vous, c'est tout à fait envisageable de penser qu'il ira au Paris Saint-Germain l'année prochaine. Ça dépend si la Juve a envie de vendre. Qu'est-ce que veut faire le Paris Saint-Germain? Il faut aussi penser que Pogba, c'est quand même, oui, c'est un grand espoir de foot. Potentiellement, selon moi, il peut devenir aussi un ballon d'or parce qu'il est vraiment potentiellement le plus fort milieu des prochaines 10 ans. Mais c'est un garçon du 93. C'est un joueur qui a fait quelques matchs en Ligue des Champions et il n'a pas une énorme expérience, même à niveau international, même s'il est titulaire aujourd'hui avec la France. C'est un joueur qui ne peut pas arriver à Paris dans une vestiaire comme celui du Paris Saint-Germain et prendre un salaire de 5, 6, 7 millions par an. C'est fou. Surtout, il ne peut pas prendre le même salaire, un salaire plus grand de certains joueurs cadres de l'équipe. Je pense que si Pogba vient à Paris cet été ou la prochaine, les salaires ne vont pas être un salaire à niveau Thiago Silva, Cavani, Ibrahimovic, mais va être un salaire sur les 4 à 5 millions peut-être, oui, mais pas plus. Il ne faut pas penser à des salaires énormes. D'accord. Bah écoutez, je vais vous passer mon collègue Nicolas Hénon qui a des questions pour vous. Ok. Bonsoir, monsieur Rovera. J'aimerais parler d'un joueur que vous parlez très souvent, c'est Marco Verratti. Vous disiez dans le magazine Surface qu'il n'y aurait pas un scandale s'il ne joue pas la Coupe du Monde. Est-ce que votre opinion a changé par rapport à ses dernières prestations en Ligue des Champions ou en championnat? Et est-ce que vous pensez que c'est en fait le fait qu'il prend trop de risques vis-à-vis de la surface réparation que Prandelli hésite en fait? Mais non, les sujets Verratti, c'était très compliqué parce que en vrai, je pense que Verratti mérite d'aller à la Coupe du Monde. Selon moi, c'est mon opinion. Mais je vois qu'en Italie, Marco Verratti s'est considéré un grand joueur, un grand espoir, mais il a ce petit problème qu'il joue en France et en Ligue 1. Et la Ligue 1 n'est pas vraiment les championnats les plus médiatisés dans tout le monde, même en Italie. C'est-à-dire qu'il est regardé, bien sûr, mais où il y a des matchs de Ligue des Champions, où Paris ne fait pas la une. Et quand il fait la une, il y a Ibrahimovic qui vraiment bouffe toute l'attention médiatique. Alors, si Verratti jouait dans une équipe italienne, je pense que tout le monde serait plus sûr de le voir à la Coupe du Monde. Il est en France, il y a des joueurs en Italie, il y a beaucoup de milieux. Si vous imaginez qu'un joueur comme Thiago Motta n'est pas titulaire dans l'équipe nationale italienne, vous pouvez imaginer quelle est la concurrence qu'il y a pour jouer le milieu à la Coupe du Monde. Et c'est pour ça que je dis que ce n'est pas un scandale qu'en Italie on ne considérait pas un scandale de voir Marco Verratti à la Coupe du Monde, parce qu'un scandale, il n'y a pas de Pirlo, il n'y a pas de Buffon, il n'y a pas de Balotelli. C'est pas un scandale parce que Verratti aujourd'hui c'est le 6e milieu dans les 6 qui peut aller à la Coupe du Monde. Et c'est juste la 6e place avec des autres joueurs. Il peut sortir, il peut être dedans. Mais Marco Verratti, qui est le joueur peut-être cadre du milieu parisien avec Thiago Motta, n'est pas un joueur cadre de l'équipe nationale italienne. Mais c'est normal quand tu as des Pirlo, tu as des De Rossi, tu as des Montolivo, Marquinhos, Thiago Motta devant toi. C'est tout à fait normal. Et le fait qu'il ait joué l'Euro Espoir l'année dernière ne permet pas d'avoir une carte à jouer quand même? Non, c'est bien sûr que les problèmes de l'Eurosport, il a fait un bon début de l'Eurosport, par exemple,
mais plutôt il n'a pas été le vrai leader de cette équipe dans l'Eurosport. Et puis l'Italie a perdu en finale contre l'Espagne, et l'Espagne c'est le moins une génération à un niveau fantastique. Mais si on pense au milieu, à les rôles du milieu, je pense que l'Eurosport a vraiment montré que la différence entre un joueur comme Thiago Alcantara, par exemple, et Marco Verratti. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui Thiago Alcantara c'est titulaire dans l'Espagne? Je sais pas. Il y a encore Xavi Iniesta Busquets, je pense. Il y a toujours les points d'interrogation Fabregas. Est-ce que Thiago Alcantara est titulaire dans l'Espagne? Est-ce que, je ne sais pas, alors on se peut poser la question sur Verratti qui participe à la Coupe du Monde aussi. Je pense que si on peut faire cette comparaison. D'accord. Vous avez suivi Zlatan Ibrahimovic toute sa carrière, notamment en Italie. Est-ce qu'il arrive encore à vous surprendre aujourd'hui? Et est-ce que vous pensez que un joueur comme ça peut emmener le Paris Saint-Germain sur la plus haute marche de la Ligue des Champions? Je pense que à Paris, il est plus fort, mais pour être honnête, je pense aussi qu'il joue avec des adversaires un peu plus faibles. Parce que une chose, c'est avoir au marquage des joueurs comme, je ne sais pas, Lucio, Samuel, ou des joueurs comme Chiellini, ou des joueurs encore comme les défenseurs qu'il y avait à la Rome, des Portis, des Mexès, quand il était là. C'était des adversaires de top niveau, je pense. Ici, je crois que par Ibrahimovic, c'est un peu plus simple de marquer aussi parce qu'il joue dans une équipe très forte contre des adversaires qui sont un peu plus faibles de ceux qu'il avait en Italie. Mais je suis surpris par la beauté de ses gestes, par la puissance qu'il a encore en 39 ans, mais il est toujours, ça semble toujours plus puissant, plus fort. C'est étonnant, ça. Oui, c'est vrai. S'il peut conduire le Paris Saint-Germain à gagner la Ligue des Champions, je ne sais pas. Je pense que aujourd'hui, la chance d'Ibrahimovic, c'est de jouer dans une équipe qui est vraiment parfaite pour lui. Il y a une défense très solide et un milieu qui joue très bien et qui apporte beaucoup de ballons dans la zone des attaquants. Et là, il peut faire la différence. Je pense qu'il n'a jamais joué dans une équipe si complète pour gagner la Ligue des Champions. Après, sa patte peut être les grands buts, l'être décisif, l'être militaire, mais il a la chance, selon moi, d'avoir toutes les lumières qui vont s'ouvrir de lui. Quand, au contraire, selon moi, c'est une grande équipe, le Paris Saint-Germain, plutôt que l'équipe d'Ibrahimovic. Après, en Italie, on est les premiers à écrire le Paris Saint-Germain d'Ibra, Ibra est le roi du Paris, parce qu'il a une telle personnalité qu'il va prendre toutes les lumières, même quand peut-être il ne mériterait pas toutes les lumières. D'accord, nous allons parler d'une autre individualité, enfin plusieurs individualités. J'aimerais avoir votre avis sur Javier Pastore. Est-ce que vous pensez que ce joueur a encore du potentiel et peut-il encore s'épanouir dans cette équipe? Et votre avis sur Ezequiel Davidzi qui a l'air de retrouver sa forme en fait? Pastore, c'est un énorme point d'interrogation. Moi, je voudrais bien voir Pastore dans cette équipe, les cas titulaires, les voir performants. Mais la question, c'est où? C'est-à-dire, Pastore, il joue au milieu, il fait ce qu'il peut, il n'est pas le top. Il joue comme attaquant, fait ce qu'il peut, fait des bonnes choses, mais c'est pas au top. Est-ce qu'aujourd'hui, un joueur comme Pastore peut être titulaire au Paris Saint-Germain? Moi, je ne pense pas. Ça peut être un très, 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 très bon 3e joueur, 12e joueur, 14e joueur. Mais les voir comme un titulaire indiscutable de Paris Saint-Germain, c'est compliqué. C'est-à-dire que Pastore avait du potentiel pour devenir un des joueurs plus forts, numéro 10, à niveau des villes, à niveau
un joueur qui doit encore peut-être comprendre qu'est-ce qu'il va faire quand il devient grand, parce que c'est très bien dans le rôle de 3e ou 14e Paris Saint-Germain. Est-ce que ça suffit pour lui? Je pense pas. Je pense qu'il voulait devenir vraiment un joueur cadre dans une équipe importante. Il ne faut plus, s'il veut rester à Paris, il peut continuer comme ça dans cette dynamique. On considère que les mêmes Fabregas dont on parlait avant n'est pas titulaire indiscutable au Barça, et Fabregas c'est un joueur magnifique. Javier, il est amoureux de Paris, il adore la ville, il adore rester ici. Je suis très surpris de son début de 2014. Je pensais qu'il allait perdre, il était en train de perdre un peu encore sa confiance. Au contraire, c'est passé quelque chose en 2014. Il dit seulement qu'il a travaillé dur. Je suis très content si c'est pour ça. Je pense qu'il a eu peut-être peur de perdre encore plus de place dans la hiérarchie des Blancs avec l'arrivée des Cabal, et il a commencé à bouger. C'est bien. Ça ne suffisait pas pour le voir titulaire dans les autres grands rendez-vous. Aussi parce que la Ritz, je très bien. Pour arriver à parler de la Ritz, si tu as un passeur qui monte en puissance et en 2-3, dans 3 secondes, la Ritz retrouve sa forme. C'est très bien pour Paris. C'est très bien d'avoir cette compétition interne qui fait bouger les esprits, qui donne des envies, qui fait jouer bien. Avec des jeux, si Laurent Blanc réussit à garder cette compétition interne entre les joueurs, à capter les esprits, à capter cette tension qui fait du bien, Paris peut avoir vraiment, pour la première fois, je pense, 13-14 titulaires, et les utiliser, permet à Laurent Blanc de les utiliser plus que les 11 qui l'utilisent toujours. D'accord. Je peux avoir votre avis sur Salvatore Sirigu? Est-ce qu'en Italie, on le voit comme le numéro 2 de la Digibuffon? Et est-ce que vous pensez que ce gardien est au niveau d'une équipe comme le Paris Saint-Germain? Mais selon moi, il est un très bon gardien. C'est pas les gardiens, peut-être, c'est pas les personnages plus médiatique, même s'il parle beaucoup, c'est pas quelqu'un qui a un côté vraiment médiatique, même en Italie. Après, c'est le même discours de Verratti que je fais pour Verratti, parce que être à Paris, ça veut dire être un peu loin des yeux de la presse, de la télévision italienne. C'est appliquer lumière à un joueur qui fait une bonne saison à la Roma, qui est la deuxième de la championnat italien, plutôt qu'un joueur qui fait un bon saison à Paris, qui joue la Ligue des Champions et qui écrase la Ligue 1. Par exemple, en Italie, on parle beaucoup d'un éventuel retour en sélection de Morgan De Santis, qui a dit qu'il avait terminé son expérience avec l'Italie. Et au contraire, on parle beaucoup, on lui pose toujours la question, est-ce que tu dois revenir pour la Coupe du Monde, est-ce que Prandelli va t'appeler? Quand il y a, après Buffon, il y a un Sirigu qui est un bon gardien, qui est titulaire à Paris, et quand il y a des autres jeunes gardiens qui peuvent faire une très bonne expérience comme troisième pour l'avenir. Mais pourquoi? Parce que Roma, aujourd'hui, est sûrement plus médiatique qu'en Italie, plutôt que Paris. Après, il n'est pas Buffon, ok? Il y a un peu des super gardiens. Il y a Neuer, il y a Buffon, il y a Cech. Et en sortant de ces trois qui sont les tops, je vois Sirigu vraiment au niveau des autres meilleurs gardiens européens. Pour moi, Sirigu, mais c'est au même niveau, c'est mieux aussi, mais je dis le même niveau de Lloris. Je ne vois pas Lloris être meilleur que Sirigu, par exemple. Mais tout compte fait, il fait quand même partie des sélections de Cesare Prandelli depuis plusieurs mois, depuis même depuis le fait qu'il est à Paris. Donc sa place, elle n'est pas menacée quelque part. Non, elle n'est pas menacée. Pour Prandelli, il est le numéro 2, il reste le numéro 2. Ça, c'est sûr. Surtout, maintenant que Marchetti a perdu sa place à la Lazio, il y a eu des questions contractuelles avec les présidents de la Lazio, puis il est arrivé une autre
gardien qui maintenant est titulaire, qui est riche. Alors, il n'y a pas de discussion sur le fait qu'il est le numéro 2 de l'Italie. Et être le numéro 2 de l'Italie, quand le numéro 1 s'appelle Gigi Buffon, je pense que c'est un honneur plutôt qu'être le numéro 1 dans un autre pays, parfois. C'est-à-dire, c'est normal d'être le numéro 2 avec Gigi Buffon. Juste qu'il a Gigi Buffon, c'est le titulaire de l'équipe italienne. Et Salvatore Seigo seulement a eu peu de chance de n'être pas né dans une période où Gigi Buffon n'était plus là. D'accord. Est-ce que vous voulez bien nous parler de Laurent Blanc? Vous avez vécu son arrivée puisque vous étiez sur les différentes chaînes comme l'équipe 21. Est-ce que vous êtes surpris aujourd'hui par l'homme, par l'entraîneur? Et que pensez-vous de sa prolongation de contrat? Je n'ai pas compris, de Laurent Blanc? Oui, de Laurent Blanc. Est-ce que vous pensez que c'est bien de le prolonger? Quel est votre avis? Est-ce que vous êtes surpris par l'homme, par l'entraîneur? Alors, moi je suis très surpris par Laurent Blanc parce que c'était pas simple de gérer un vestiaire qui était très attaché à Carlo Ancelotti. Et d'arriver après quelqu'un qui était très aimé par ses joueurs et qui a fait un très bon travail, c'était pas simple. Il a montré d'être très bon sur le plan professionnel. Il a montré aussi d'être capable de bien gérer le vestiaire avec des personnalités différentes. Il a fait des choix simples parfois, c'est-à-dire il s'appuyait sur des joueurs cadres comme Thiago Silva et Ibrahimovic pour être bien dans le vestiaire. Il parle beaucoup avec eux, c'est ces joueurs référents. Et après, sur le plan sur l'homme, je ne connais pas personnellement, ce que je vois de nos contacts en conférence de presse, des rapports de travail, on peut dire, il est sans doute très professionnel. C'est-à-dire, moi j'ai plusieurs entraîneurs dans ma carrière, on peut dire, des journalistes. J'ai vu les entraîneurs, surtout je suivais l'Inter de Milan quand j'étais en Italie, alors j'ai vu Mourinho, j'ai vu Mancini, j'ai vu Leonardo pour quelques mois, j'ai vu Ranieri, mais puis bon, je suis allé aussi voir de Milan plusieurs fois, j'ai travaillé beaucoup sur le match de Milan. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que Laurent Blanc manque un petit peu, selon moi, un côté de travail avec les médias, d'être complice avec les médias, d'avoir une bonne relation avec les médias. Je pense que Laurent Blanc est... Je ne dis pas qu'il n'est pas capable, je veux m'expliquer bien. Et il n'a pas, c'est une qualité. Carlo Ancelotti, il aime les caméras aiment. Carlo Ancelotti doit un rapport d'amitié presque. Tu penses d'avoir un rapport d'amitié quand tu es en conférence de presse avec lui. Blanc, parfois, il cherche de faire des petits trucs décalés, mais selon moi, il est excellent dans son travail d'entraîneur. S'il doit améliorer quelque chose, peut-être, c'est dans la communication, mais c'est quelque chose que ça te vient quand tu as plusieurs années à un super niveau et tu as l'expérience d'avoir une super impression et que tu sais assurer. Là, peut-être, à la saison après saison, année après année, Champions League après Champions League, Laurent Blanc doit améliorer ça, mais c'est quelque chose que tu as pas l'effet d'être magnifique en face à la caméra, en face des journalistes, de savoir aussi amuser ou créer de bonnes relations en salle de presse. Puis j'ai la chance parce que je pense d'avoir une très très bonne relation professionnelle avec Laurent Blanc. Oui, on a remarqué dans les conférences de presse, vous étiez assez taquin avec lui et je crois qu'il vous appelle Monsieur Verratti, c'est ça, non? Oui, on rigole beaucoup sur le fait que moi je pose des questions sur les Italiens, mais je pense aussi que c'est normal que moi je pose des questions aux Italiens parce que aller demander à Laurent Blanc sur les fautes de positionnement ou de marquage devant la ville, je pense que ça ne m'intéresse pas. C'est-à-dire, oui, ça peut intéresser à un niveau professionnel, mais après je dois penser à mon travail. Mon travail, c'est de parler du Paris Saint-Germain et surtout du côté italien.
Il nous intéresse qu'est-ce que fait Ibrahimovic ou Thiago Motta, verra. Puis c'est pas de savoir si Van der Fiel, chaque fois qu'il doit marquer un joueur, il a la tête ailleurs. Oui, je crois Ça, que vous avez... je pense qu'il y a un travail des autres journalistes. Je crois que vous avez envie de voir Verratti marquer un but, hein, c'est bien ça. Mais alors moi, on m'a déjà demandé qu'est-ce que je vais faire quand Verratti marque un but. Je n'ai pas encore pensé, mais je ne sais pas. Je ne dis pas, je réfléchis, peut-être que je me coupe la barbe, des choses comme ça. Je réfléchis, mais ça ne va pas arriver, je suis sûr. Marco restera encore toute la saison sans marquer de but parce qu'il ne frappe jamais. C'est incroyable ça. Moi, j'ai parlé déjà avec lui, il me dit oui, non, mais moi je frappe quand je suis à l'entraînement, je cherche le but, mais puis si je peux faire la passe, je préfère faire la passe. Bon, ça va arriver. Pas cette saison, ça va arriver un jour. Il était tout près contre Toulouse, mais bon, le dernier but qu'il a marqué, c'est avec la Squadra Azzurra. Oui, ça c'est incroyable. Si vous pensez qu'il a marqué qu'un but avec, dans les 2 derniers rangs, et c'est avec la Squadra Azzurra et avec l'Italie, c'est fou. Mais après, ça m'a fait trop rire, Marco, la dernière fois, il était en conférence de presse quand on lui a reproché cette chose, qu'il ne marquait pas de but, c'était avant le match de Leverkusen. Et il a dit, oui, je marque pas beaucoup de buts dans mes saisons. C'est vrai, il a marqué 2 buts dans toute sa carrière en championnat. C'est pas vraiment qu'il ne marque pas beaucoup de buts, il ne marque jamais, c'est différent. Mais bon, il fait les passes, c'est quand même... Ok, je reviens sérieux, c'est son limite, malheureusement. S'il était un quelqu'un qui marque 5, 6, 7 buts par saison, il va devenir un top player mondial. Même Xavi marque des buts, Iniesta marque des buts, Thiago Alcantara marque des buts, Busquets marque des buts. Je cherche des milieux qui ne sont pas vraiment des milieux offensifs, mais qui sont des créateurs de jeux. Et tout marque des buts, également marque des buts. C'est la petite limite de Marco Verratti, mais ça risque de n'être pas petite, hein, enfin, parce qu'un milieu qui te porte des buts, c'est quand même mieux qu'un milieu qui ne te porte pas. Effectivement. De Laurentiis, le président de Naples, a dit que, comment dire, Higuaín était au-dessus de Cavani. Il était meilleur que Cavani. Il l'a comparé dernièrement, Higuaín et Cavani. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? On fait beaucoup de comparaisons. On fait beaucoup de comparaisons en Italie, on aime ça. Faire des comparaisons entre chaque chose. Ce sont 2 joueurs tellement différents qu'on ne peut pas faire des vraies comparaisons. Aujourd'hui, je pense que Cavani, c'était magnifique pour le Naples de Mazzarri, qui ne faisait pas un vrai jeu, qu'il y avait plutôt un côté d'être défensif, mais d'être très rapide, avec des joueurs comme Ansi Clavezzi et Cavani, de faire des jeux, comme on dit en français, de répartir de contre-attaque, de contre, voilà. Et Cavani, c'était magnifique parce qu'il avait un buteur, il avait un occasion, et il marquait des buts, il faisait, il donnait des profondeurs, de vitesse. Au contraire, Higuaín, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de travail pour l'équipe. Il participe à la construction du jeu. Il est aussi un excellent finalisateur. Et il marque des buts, réalise beaucoup de buts, mais ce sont des joueurs vraiment différents. Et dans les Naples de Rafa Benitez, Higuaín, c'est parfait. Et je pense que si tu mets Higuaín dans les Naples de Mazzarri et Cavani dans les Naples de Benitez, tu n'as pas les mêmes résultats. Après, Naples, c'est à 15 points de ressources, mais c'est éliminé de la Ligue des Champions. Mais c'est quand même en train de faire une très bonne saison et il est éliminé par la Ligue des Champions. C'est que pour un peu de malchance dans le tirage au sort et pour un petit compte de but encaissé, c'est-à-dire qu'il est sorti de la Ligue des Champions avec 12 points, c'est énorme. Oui, c'est vrai. Justement, on va arriver au Classico là dimanche. Comment c'est vu en Italie? C'est pas vu. Non, vraiment. Alors, je vais dire une chose, que le Classico n'a pas de chance. Parce que l'année dernière, il était dans
Real Madrid, ok? Ouais. Donc, effacé, c'est-à-dire s'il y avait ou pas personne regardait ça en Italie ou ailleurs, je pense. Cette semaine, il y a Milan-Juve. Oui, il y a Paris Saint-Germain Monaco, mais je pense qu'en Italie, personne ne regardera ça ou s'intéressera vraiment à ça. La seule personne les seules personnes qui peut-être vont regarder ça en Italie, ce sont, je ne sais pas, les parents de Verratti, mais je pense que le père de Verratti est supporter de la Juve et il va regarder lui aussi Milan Juve. Je suis presque sûr. Ou peut-être qu'il a 2 écrans pour ça. Mais qu'est-ce qu'on peut dire? On sait qu'il y a cette rivalité, on sait que c'est un match important pour la France, mais ça ne donne pas les frissons ou l'envie de les voir. Ça, c'est sûr. C'est pas... On a peut-être envie de voir des grands matchs anglais, on a peut-être envie de voir des grands matchs espagnols, mais l'envie de voir un Paris Saint-Germain-Marseille, malheureusement, en Italie, c'est quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Même avec l'aura du Paris Saint-Germain aujourd'hui, cette rivalité n'intéresse pas vraiment l'Italie? Non, ça intéresse pour une curiosité, mais de l'autre côté, tu as Milan-Juve, tu as le super match. C'est sûr qu'on ne va pas en parler. Moi, je ne sais pas encore, bien sûr, ça dépend du jour, mais je suis sûr qu'un match comme Paris Saint-Germain-Marseille, pour mon journal, ça va être un petit article parce que c'est le soir de Milan-Juve, Milan-Juventus, Milan-Juve. Vous comprenez que mon journal, c'est de Turin, il s'occupe beaucoup de réchauffes. Et je pense que pour Milan-Juve, il y aura, je ne sais pas, 8 pages environ pour les derby entre Torino et Juve. Il y en a eu 10, je pense, ou 9, une chose comme ça. Et pour Milan-Juve, ça va être la même chose. Après, je ne sais même pas. Je pense que ce jour-là, je joue aussi le Torino. Comme ça, il y a les super matchs de la Juve. Il y aura un match très important pour le Torino. Et si un article qui méritait peut-être en moitié des pages pour Paris Saint-Germain-Marseille, je pense que va être un petit article sur un côté, parce qu'on va mettre dans une page entière tout le foot européen. Et dans le foot européen, la France, c'était pas le top encore. Il y aura les matchs espagnols, il y aura les matchs anglais, et puis il y aura Paris Saint-Germain-Monaco. Parce que toute la place sera prise par les matchs italiens. Malheureusement, c'est compliqué. D'accord. Non, c'était juste pour savoir, comme vous avez certainement... c'était pour voir comme vous serez au parc, j'imagine, que c'était pour savoir. Mais après c'est sûr que si sans Ibrahimovic, sans Verratti, sans Cavani, sans tout le monde là, je pense qu'il n'y aurait pas presque même un article sur Paris Saint-Germain-Monaco. C'est déjà un super travail de médiatisation de la Ligue 1, le fait qu'il y a des choses écrites sur ça. Je pense que c'est très intéressant. Je ne sais pas, moi je suis arrivé en France en 2012, et je peux dire qu'avant, pour moi, la Ligue 1, c'était quelque chose de très loin. Je connaissais presque même pas beaucoup de joueurs. Vous vous rappelez les noms d'Ibra quand il est arrivé, je ne connaissais pas la Ligue 1, la Ligue 1 me connaissait bien. Moi aussi, je ne connaissais pas la Ligue 1 avant. C'est normal. Qu'est-ce qu'il y avait à voir de la Ligue 1 avant? Très peu. Il y avait 8 de Ronaldinho, c'est passé ici. Il y avait 8 de Gignac, c'était un attaquant connu.